28 avril 1945, mer de Chine orientale, à 20 milles au sud-est d'un convoi japonais. Le lieutenant-commandant James Patterson serait le commandeur de son PB-4Y2, privateer, à 15 000 pieds, observant l'opérateur radar suivre 4 blips distants sur l'écran. Des navires japonais, qui son équipage ne verrait jamais réellement dans la soute à bombe, comme des 2 missiles, guidés, ASM-N-2 Bat, des armes si révolutionnaires que la marine japonaise ne parvenait toujours pas à comprendre ce qui les frappait même après plusieurs attaques. Cap sur la cible 0,45, distance 18 000. L'opérateur radar annonce. Ce serait le seul mot prononcé au sujet de navires que de vrais humains pilotaient. Réduit désormais à des points lumineux sur un tube cathodique, Patterson la guerre des armes, qui se guiderait elle-même, jusqu'à l'impact pendant que son équipage virerait vers la base, avant même que l'ennemi sache qu'il était attaqué. C'était la guerre fondamentalement tellement transformée, non par le courage ou l'habileté, mais par la capacité industrielle américaine à produire en masse des armes pensantes qui retiraient l'agence humaine de l'équation du meurtre. Le missile batteur représentait le premier pas de l'humanité dans la guerre automatisée, un début primitif de ce qui deviendrait l'ère des armes intelligentes et des frappes de drones. L'ASM-N-2 Bat fut le premier missile guidé entièrement autonome à être utilisé au combat. Développé par le National Bureau of Standards sous la direction du Dr. Hugh Dryden, qui deviendrait, plus tard, le premier directeur adjoint de la NASA. Contrairement aux bombes planantes radiocommandées allemandes, qui nécessitaient un guidage par opérateur, le Bat était véritablement autonome, une arme, tir et oubli qui utilisait son propre radar pour trouver et frapper les cibles sans intervention humaine après le largage. Les spécifications techniques représentaient une réalisation remarquable pour 1945. Le missile pesait 1880 livres, avec une envergure de 10 pieds, emportant une ogive en him 6 de 1000 livres. Son chercheur radar en bande pouvait détecter les grands navires jusqu'à 20 000 dans des conditions claires. Le système de guidage utilisait un calcul analogique, des tubes à vide et des servomoteurs pour ajuster continuellement les commandes de vol, maintenant une trajectoire de planée jusqu'à l'impact. Le développement commence en janvier 1942, lorsque le Bureau of Ordnance de la Marine américaine reconnut le besoin d'armes à standoff capables de frapper les navires au-delà de la portée anti-aérienne. Le National Bureau of Standards assemble une équipe incluant des aérodynamiciens, des ingénieurs en électronique de Bell Labs et des physiciens d'université à Travalopi. Dès mars 1943, les tests de prototype commencèrent à la Naval Air Station de Patuxent-River. Ce qui rendait le Bat révolutionnaire n'était pas seulement sa technologie, mais la capacité américaine à le produire en quantité. Alors que l'Allemagne peinait à construire à la main de petits nombres d'armes guidées, l'industrie américaine fabriqua environ 3000 missiles BT, bien que seuls environ 400 seraient déployés opérationnellement avant la fin de la guerre. Le programme coûta 12 millions de dollars en valeur des années 1940, environ 180 millions aujourd'hui, mais représentait moins de 0,1% de la production militaire américaine. Les débuts au combat du missile Bat eurent lieu le 23 avril 1945,
lorsque l'escadron VP-B-9 attaqua des navires japonais dans le port de Balikpapan, Bornéo. La mission ne se déroula pas comme prévu. Les 2 missiles échouèrent, en raison de défauts techniques. On rappelle que même les armes révolutionnaires rencontraient des problèmes de rodage. Cependant, les missions suivantes se révélèrent plus fructueuses. Le 28 avril 1945, le VPB-9 obtint la première destruction confirmée du bateau coulant un patrouilleur japonais dans le port de Balikpapan. L'arme avait parcouru environ 9 milles de la zone de largage à l'impact, l'avion lanceur ayant déjà viré vers la base lorsque l'explosion se produisit. Pour les marins japonais, la mort vint d'un ciel vide, sans avertissement, sans bruit de moteur, sans attaquant visible. L'impact psychologique dépassa la destruction physique. Le personnel naval japonais de personnel n'avait aucun cadre pour comprendre ce qui se passait. Leur entraînement mettait l'accent sur le combat visuel, les engagements navire contre navire et la défense antiaérienne contre les avions en piqué. Le concept d'une bombe capable de voir et de penser était simplement hors de leur compréhension. Le fossé technologique. Pour saisir l'importance du missile bateau, il faut comprendre le gouffre technologique entre les capacités américaines et japonaises. En 1945, le Japon était entré en guerre avec d'excellentes torpilles, des techniques supérieures de combat de nuit et un personnel naval bien entraîné. Le torpille type 93, Long Lance, était sans doute le meilleur au monde, avec une plus grande portée que n'importe quel équivalent américain. Mais tandis que le Japon affinait les technologies existantes, l'Amérique inventait entièrement de nouvelles catégories d'armes. Le Bat intégrait un radar miniaturisé, un calcul analogique, une stabilisation gyroscopique et des systèmes de contrôle automatisés. Des technologies que le Japon non seulement n'avait pas, mais ne pouvait même pas conceptualiser. Les ingénieurs japonais qui examinaient du matériel radar américain, capturaient, pouvaient identifier les composants individuels, mais ne pouvaient saisir comment ils fonctionnaient ensemble, comme système intégré. La disparité allait au-delà de la simple technologie pour toucher à la philosophie industrielle. La production américaine mettait l'accent sur la standardisation et la production de masse. Chaque missile batteur utilisait 10 pièces interchangeables fabriquées selon des spécifications précises. La production japonaise restait largement artisanale, avec des composantes ajustés à la main par des ouvriers qualifiés. Cette différence signifiait que l'Amérique pouvait produire des armes guidées complexes plus rapidement que le Japon ne pouvait construire des bombes conventionnelles. Le dossier historique montre que le missile Bat obtint un succès modeste, mais significatif. Le 1er mai 1945, le VPB-9 coula un deuxième petit navire, probablement un patrouilleur ou un navire côtier, au large de Bornéo. Le journal de guerre de l'escadron enregistre cela comme une attaque réussie contre des navires ennemis, bien que le type exact du navire n'ait pas été identifié. Le succès le plus significatif vint le 28 mai 1945, lorsque japonais, Kabokan Aguni près d'Okinawa, le missile BAT frappa le navire mais ne le coulait pas. L'Aguni survécut avec de lourds dommages, se traînant jusqu'aux portes pour des réparations qui ne seraient jamais achevées avant la fin de la guerre. Bien que ce ne soit pas un naufrage, cette attaque contre un vrai navire de guerre démontre le potentiel de l'arme contre des cibles défendues. Le 18 juin 1945,
le VPB 109 obtint, sa dernière destruction confirmée, coulant un autre petit patrouilleur. De plus, l'escadron détruisit au moins un réservoir de stockage de pétrole à terre, prouvant que le Bat pouvait engager des cibles stationnaires aussi bien que des navires. 16 naufrages confirmés. Tous de navires relativement petits peuvent sembler modestes comparés aux milliers de navires coulés par des attaques conventionnelles. Cependant, ils représentaient quelque chose de bien plus significatif. La preuve que la guerre pouvait être menée par des machines agissant indépendamment du contrôle humain. Les autres escadrons équipés de Bat, VPB.12, FEPB.14, One-Tine, aucune réussite confirmée. Le rapport post-mission découvrez, les chercheurs radars confondus par les masses terrestres, l'humidité endommageant l'électronique et la difficulté à distinguer les cibles dans des eaux encombrées. Les équipages larguaient souvent les missiles sans tenter d'attaque, plutôt que de risquer de ramener des armes armées à la base. L'analyse d'après-guerre par le Joint Army-Navy Assessment Committee conclut que l'efficacité du Bat était médiocre au mieux dans des conditions de combat réelles. L'arme fonctionnait bien en tests contre des cibles isolées en eau libre, mais peinait dans l'environnement complexe de la vraie guerre. Le clutter radar des îles, les interférences météorologiques et la nature primitive de l'électronique des années 1940 dégradaient toutes les performances. Pourtant, même ce succès limité terrifiait le personnel naval japonais. Il n'avait aucune contre-mesure, aucune compréhension de ce qui les attaquait, et aucune défense efficace. Les navires frappés par des missiles battés rapportaient avoir été touchés de nulle part par des armes qui ne donnaient aucun avertissement. L'impact psychologique dépassait largement les dommages physiques. Le programme du missile BAT symbolisait la différence fondamentale entre les approches américaines et japonaises de la guerre. L'Amérique pouvait se permettre de dépenser des millions pour développer une arme qui ne coulât que trop petits navires parce que l'investissement faisait avancer une technologie qui définirait les conflits futurs. Le Japon, quant à lui, ne pouvait même pas concevoir de telles armes, encore moins les contrer. Les méthodes de production américaines permettaient unité et une amélioration rapide. Lorsque les premiers missiles BTA montrèrent des problèmes d'humidité affectant l'électronique, les ingénieurs développèrent rapidement de meilleures méthodes d'étanchéité. Lorsque les chercheurs radars se verrouillaient sur des masses terrestres, au lieu des navires, des modifications, bien qu'on les appelait passe encore logiciels, améliorèrent la discrimination des cibles. Chaque problème identifié menait à des solutions rapides mises en œuvre sur toute la chaîne de production. Les forces japonaises, en revanche, peinaient à maintenir l'équipement existant. En 1945, les pénuries de carburant signifiaient que les navires ne pouvaient souvent pas naviguer. La qualité des munitions s'était dégradée en raison des pénuries de matériaux, et les rares ensembles radars tombaient fréquemment en panne faute de pièces de rechange. Le fossé technologique n'était pas seulement une question d'armes avancées, mais de capacités industrielles de base. Derrière le développement du missile batté se trouvaient des milliers de scientifiques et d'ingénieurs américains qui abordaient la guerre comme un problème d'ingénieur à résoudre. Le Dr. Hugh Dryden, qui dirigea l'équipe du National Bureau of Standards, considérait le projet à travers le prisme de l'aérodynamique et de la théorie du contrôle plutôt que de la stratégie militaire. Son équipe incluait des spécialistes dans des domaines qui existaient à peine
avant la guerre, servomécanisme, calcul analogique, technologie radar, du côté japonais, des officiers de marine, formés à la guerre traditionnelle, se retrouvèrent face à des armes qui annulaient toute une vie de préparation. L'accent mis sur la force spirituelle, le courage guerrier et les tactiques agressives ne signifiait rien face à des armes qui tuaient au-delà de la portée visuelle. La tradition samouraï qui informait la culture militaire japonaise n'avait pas de réponse à la guerre industrielle américaine. Les attaques par missiles bêtés créèrent un traumatisme psychologique unique chez les marins japonais. La mort au combat, ils la comprenaient et l'acceptaient. Mais la mort par des armes pensantes invisibles frappait aux croyances fondamentales sur la guerre et l'honneur. Les survivants rapportaient confusion, impuissance et un sentiment de faire face à quelque chose au-delà du combat normal. Alors que le missile bête représentait la guerre automatisée, le Japon répondit par l'extrême opposé, le kamikaze. Là où l'Amérique retirait les pilotes du danger par la technologie, le Japon transformait les pilotes en missiles, guidés humains par l'idéologie. Ces contrastes illustrent parfaitement les différentes approches civilisationnelles de la guerre. Le programme kamikaze, initié par le vice-amiral Takijiro Onishi, visait explicitement à contrer la supériorité technologique américaine par la supériorité spirituelle. Nous ne pouvons égaler la science américaine, déclara Onishi. Mais nous avons ce qui leur manque, des guerriers prêts à mourir. Le développement parallèle de ces approches opposées, précision mécanique contre sacrifice humain, définit la phase finale de la guerre du Pacifique. Les marins américains affrontant des attaques kamikazes éprouvaient une terreur similaire à celle ressentie par les marins japonais face aux armes guidées. La mort arrivant trop vite pour être contrée, de la part d'attaquants impossibles à dissuader. Mais là où le bêté représentait l'avenir de la guerre, les attaques kamikazes étaient le dernier souffle d'une tradition martiale écrasée par la modernité industrielle. Le missile B-8 opérait dans le contexte plus large de l'étrangle piété, dans le contexte plus large de l'étranglement systématique du Japon. Par la supériorité technologique, l'opération Starvation menée par des B-29, l'argon des mines magnétiques et acoustiques, avait pratiquement éliminé la navigation côtière japonaise d'ici avril 1945. La guerre sous-marine avait détruit la plupart des navires marchands à longue portée. Le missile Bat ajoutait une autre couche à cette campagne d'interdiction complète. Bien que la contribution directe du Bat, très petits navires coulés, fut minime, son impact psychologique multipliait l'efficacité à travers toutes les opérations américaines. Les capitaines japonais devenaient réticents à naviguer même dans des zones où aucun escadron équipé de bateaux n'opérait. La simple possibilité d'une attaque par arme guidée, ajoutée à la paralysie qui saisissait les opérations maritimes japonaises. Les planificateurs américains renforçaient délibérément cette guerre psychologique. Les officiers de renseignement veillaient à ce que les forces japonaises apprennent l'existence du missile Bat par divers canaux, documents capturés, laissés tomber entre les mains ennemies, émissions radio décrivant des bombes pensantes, et en s'assurant que les survivants soient témoins des attaques pour propager la peur dans la flotte. Le missile Bat représentait une réalisation remarquable, mais révélait aussi les limites de la technologie des années 1940. L'ordinateur analogique qui le guidait consistait en des tubes à vide sujet à panne, de servomoteurs mécaniques
nécessitant un calibrage précis, et des systèmes radars facilement perturbés par des facteurs environnementaux. Le succès exige des conditions presque parfaites, temps clair, cibles isolées et extratoniques fonctionnelles. Ces limitations expliquent le bilan de combat modeste sur environ 100 missiles, bat tirés au combat. Seuls une poignée atteignirent leur cible. L'arme fonctionnait mieux contre des cibles stationnaires ou à faible vitesse en eau libre, loin des masses terrestres qui pouvaient confondre le chercheur radar. Encombrées, près des côtes ou par mauvais temps, échappaient souvent entièrement à l'attaque. Pourtant, même ce succès limité prouve le concept. Chaque programme de missiles guidés ultérieur s'appuie sur les leçons apprises du Bat. Les ingénieurs identifient les technologies critiques nécessitant des améliorations. Meilleure discrimination radar, électronique plus fiable, mécanismes cerveau améliorés. Le Bat était moins une arme achevée qu'une preuve de concept que la guerre automatisée était possible. La dernière attaque, par missile BT, eut lieu le 13 août 1945, quelques jours avant la capitulation du Japon. Les VPB-19, volant depuis Okinawa, larguèrent 2 missiles sur ce que les équipages croyaient être des navires japonais. Les 2 manquèrent leur cible, une fin appropriée pour une arme qui promit plus qu'elle ne livra, mais qui pointait vers une révolution dans la guerre. À la fin de la guerre, environ 80 cages avaient été déployés dans le Pacifique, avec seulement environ 100 réellement tirés au combat. Le reste fut renvoyé aux États-Unis, où des tests se poursuivirent jusqu'en 1948. Ces tests donnèrent des résultats très décevants, conduisant la marine à retirer le bateau de l'inventaire au début des années 1950. Pourtant, l'attaque du bâton, tant que système d'armes masquait son succès en tant que démonstrateur technologique. Chaque missile guidé américain, qui suivit, du Sidewinder Hawk intègre des leçons apprises du programme Bat. Les ingénieurs qui travaillèrent sur le Bat dirigèrent plus tard le développement de systèmes de missiles de la guerre froide. Le Dr. William McLean, qui contribuait au système de guidage du Bat, développa plus tard le missile air-air Sidewinder en utilisant des principes prouvés par le Bat. Les historiens militaires débattent de l'importance du missile Bat. Son bilan de combat, 3 petits navires coulés, semble-t-il valu. Et l'investissement de 12 millions de dollars et l'effort d'ingénierie massif. Les critiques soulignent que le bombardement conventionnel obtenait des résultats bien supérieurs à moins de coûts. Une seule mission réussie de bombardier torpilleurs pouvait couler plus de tonnage que l'ensemble du programme Bat. Cependant, cette vision étroite la véritable importance du Bat. Il prouve que les armes guidées étaient pratiques, que des systèmes autonomes pouvaient fonctionner au combat, et que la guerre future dépendrait de capteurs et d'ordinateurs plutôt que de l'habileté humaine. Le Bat fut le premier pas vers les munitions, guidées de précision, qui révolutionnèrent la guerre au Vietnam, dans la guerre du Golfe, et au-delà. Le Bat démontra également la philosophie industrielle américaine, la volonté d'investir dans une technologie révolutionnaire, même lorsque les retours immédiats étaient incertains. Alors que le Japon peinait à maintenir ses capacités existantes, l'Amérique explorait entièrement de nouvelles catégories d'armes. Cette approche de l'innovation, plus que n'importe quelle arme spécifique, détermina l'issue de la guerre. Les archives navales japonaises de 1945 révèlent une confusion sur ce qui attaquait leur navire
Certains rapports décrivent des torpilles guidées, du cas mentionnant des avions robots. Dura encore spéculant sur des rayons de la mort. L'incapacité à comprendre la menace rendit impossible le développement. Contre-mesure. Les interviews d'après-guerre avec des officiers navals japonais révélèrent l'impact psychologique de faire face à des armes automatisées. Ils comprenaient et se passaient en production, en puissance de feu et en nombre, mais être tués par des machines pensantes frappées aux hypothèses fondamentales sur la guerre. Plusieurs officiers décrivèrent le sentiment de faire face non seulement à une technologie supérieure, mais à une conception différente de ce que signifie la guerre. Les bureaux techniques de la marine japonaise tentaient d'analyser la menace, mais sans exemples capturés ni compréhension de la technologie sous-jacente. Leurs efforts n'aboutirent nulle part. Les propositions de contre-mesures allaient des écrans de fumée pratiques pour confondre le radar aux nageurs suicides désespérés pour intercepter les missiles. Aucune ne fut mise en œuvre avant la fin de la guerre. L'ADN du missile Bat traverse chaque arme de précision moderne. Le concept d'engagement, tir et oubli, la sélection autonome de cibles et l'attaque standoff ont tous leur origine dans le bataille. Les missiles anti-navires modernes comme le harpoon et l'exocet sont des descendants directs incorporant le même concept de base avec une technologie améliorée. Les questions éthiques soulevées par le Bat sur le meurtre automatisé, le retrait de la prise de décision humaine, de la force létale, et l'impact psychologique de combattre des ennemis invisibles préfigurent les débats modernes sur la guerre par drones. Le Bat fut la première arme à tuer, sans guidage humain, après le largage. Franchissant un seuil avec lequel les éditiciens militaires luttent encore. Pour la marine américaine, le Bat fournit des leçons cruciales sur le développement d'armes guidées, l'importance du données électronique fiable, d'une discrimination efficace cibles, des données simplicité opérationnelle émergèrent toutes du bilan de combat mixte du Bata. Ces leçons informèrent chaque programme de missiles ultérieur, économisant des années de développement et des millions de dollars. Les statistiques du programme du missile Bata révèlent à la fois l'accomplissement et la limitation. Total produit, environ 3000 unités. Déployées opérationnellement, 420 unités. Tirées au combat, environ 100 unités. Navires coulés confirmés. 3, tous, petits navires. Navales endommagés. Un exporteur à Guinée. Coût du programme 12 millions de dollars en 1945. Thème de développement 36 pour combat. Ces chiffres montrent une arme qui obtint un succès tactique limité, mais une importance stratégique énorme. Les 3 navires coulés importaient moins que le chemin ouvert vers la guerre de précision. Les Bats prouvent que les armes guidées étaient possibles, pratiques et potentiellement décisives. Le missile ASM-N-2 Bat représente un moment charnière dans l'histoire militaire. La première arme autonome à tuer au combat sans contrôle humain après le largage. Son bilan de combat modeste de 3 petits navires coulés masque son énorme signification historique en tant qu'ancêtre de chaque arme intelligente qui suivit. Pour les marins japonais qui y firent face, le Bat représentait une technologie incompréhensible qui annulait tout ce qu'ils comprenaient de la guerre navale. La mort arrivait de ciels vides, livrés par des machines capables de voir dans l'obscurité et de penser plus vite que les humains. Ils furent les premiers guerriers de l'histoire
affronter de véritables armes automatisées, et leur confusion, et leur terreur marquèrent l'entrée de l'humanité dans une ère où les guerres seraient menées autant par des algorithmes que par des soldats. Le missile Bat n'y gagna pas la guerre du Pacifique. Cette victoire vint de la production écrasante américaine, d'une logistique supérieure et finalement des armes atomiques. D'une logistique supérieure et finalement des armes atomiques. Mais le bataille montre l'avenir de la guerre. Précision plutôt que masse, automatisation plutôt que courage, supériorité technologique plutôt que esprit guerrier. Chaque missile guidé, bombe intelligente et drone armé, trace sa ligne jusqu'à ses premières armes primitives, guidées par radar largué, au-dessus du Pacifique, en 1945. Aujourd'hui, alors que les débats font rage sur les armes autonomes, électriques, coût de la guerre automatisée, nous luttons encore avec des questions soulevées pour la première fois par le missile Bat. Quand les machines peuvent sélectionner et engager des cibles sans intervention humaine qui portent la responsabilité morale, comment les guerriers maintiennent-ils un sens quand la technologie annule l'habileté humaine? Que devient la guerre comme tout devient mathématique, plutôt que personnel? 16 questions, posées pour la première fois par une bombe planante de 1880 livres, à guidage par tubes à vide, restent sans réponse. Le missile Bat accomplit peu en termes de navires ennemis détruits, mais il ouvrit une porte qui ne peut jamais être refermée. L'ère des armes pensantes avait commencé, et la guerre ne serait plus jamais la même. Les marins japonais, qui moururent sans jamais voir leur attaquant, furent les premières victimes de l'ère de la guerre automatisée. Leur confusion et leur impuissance face à une technologie incompréhensible préfigurèrent chaque soldat depuis qui a affronté des armes guidées de précision. Ils découvrirent de la manière la plus terrible possible que l'avenir de la guerre appartiendrait non aux guerriers les plus braves, mais aux armes les plus intelligentes. Le missile Bat vole dans l'histoire en emportant plus qu'une des ogives de 1000 livres d'explosifs. Il emporte la fin d'une ère de guerre et le début d'une autre. Une ère dans laquelle nous vivons encore, que nous essayons encore de comprendre, que nous luttons encore pour contrôler. En ce sens, la humble missile BT-8, avec son bilan de combat modeste et ses implications magnifiques, fut peut-être l'arme la plus importante de la Seconde Guerre mondiale que presque personne ne se souvient.